êtes sur CISM 89.3 FM, bienvenue à Mediapolis. Ici c'est Camille Test. Comme chaque mercredi, on décrypte ensemble le monde impitoyable des médias. Comme d'habitude, j'ai une équipe de folie à mes côtés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alexis Gacon, cette semaine c'est une première chronique. Tu as décidé d'analyser pour nous une émission québécoise, pour le moins cynique. Ça s'appelle Les Huissiers. Je vous laisse deviner un peu de quoi ça parle. On en discute tout à l'heure. Léla Savic, notre chroniqueuse spécialiste des biais médiatiques. Cette semaine, tu vas nous parler de l'objectification des corps noirs dans les médias. Et puis, notre invitée de la semaine, c'est Vanessa Destinée. À 28 ans, elle est journaliste. Passée par Radio-Canada, elle est aujourd'hui productrice de contenu à Tabloïd. Elle co-anime avec Geneviève Patterson une émission intitulée Les Effrontés. C'est le matin sur Cube Radio, la nouvelle radio de Québecor, inaugurée en 2018. Alors, Vanessa Destinée nous rejoindra dans une trentaine de minutes pour nous parler de son parcours et puis d'une année charnière pour elle, puisque il y a quelques semaines, elle a été nommée dans la catégorie journaliste éditorialiste de l'année au Gala Dynastie qui aura lieu le 10 mars prochain. Et puis Tileli Chouikrat, welcome back madame. Cette semaine, tu es en studio avec nous pour évoquer les relations pour le moins conflictuelles entre les Gilets jaunes et les médias français. On t'écoutera juste après Fishback et son morceau Un autre que moi. Dans la fumée, le regard noir, le visage fier, le pas feutré. Ce qu'on a découvert sur terre m'a fait pleurer. J'avais l'air, la manière d'aimer, élancé comme une guerrière dans la mêlée. Le regard fixe, prêt pour la rixe, chérie postée. Le goût du danger sur mes lèvres. Chanter, monter dans l'atmosphère. Un coup d'éclat, d'éclair, un coup de tonnerre. Droite, gauche, bras de fer. On se défend, mais t'as vu la gueule. Le sentiment qui nous vaut, on ne se rendra pas. Et qu'ils avouent, j'ai jamais dit ça. Dans les airs, on a traversé les déserts, les glaciers de l'Arctique. On laissait tête en l'air, nos mains se serrèrent à l'envers dans la panique. Qui nous vaut, on ne se rendra pas. Et qu'ils avouent, j'ai jamais dit ça. C'était Un autre que moi de Fishback. C'est un morceau tiré du premier album de cette Française qui a 27 ans. Les amis, cette semaine, c'est un sujet d'actualité, les Gilets jaunes. On n'arrête pas d'en parler depuis l'automne dernier, y compris de ce côté-là de l'Atlantique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe plusieurs groupes de Gilets jaunes ici au Canada, dont le groupe Gilets jaunes du Québec libre. Un mouvement qui n'a pas fini de nous surprendre. Tileli Chouikrat, tu t'es intéressée à la situation et notamment au rapport pour le moins conflictuel entre les Gilets jaunes et les médias. Oui, alors cette semaine, on va effectivement s'intéresser à ça. Alors je m'excuse d'avance parce que ça va être une chronique très franco-française, mais qui permet d'apporter un éclairage sur une situation un peu inédite. Oui. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes est unique sur bien des aspects et il a eu pour effet apparemment de secouer les rédactions de médias traditionnels.
Tinelli, avant de nous expliquer ça, est-ce que tu pourrais nous présenter le mouvement des Gilets jaunes ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un mouvement qui débute le 17 novembre dernier et qui naît du mécontentement qui a fait suite à une hausse des taxes sur les carburants. Alors, le groupe s'est structuré sur Facebook, qui sera d'ailleurs la plateforme privilégiée des manifestants. Alors, pourquoi je vous parlais de mouvement inédit ? D'abord parce qu'il se présente comme apolitique. Ensuite, il fédère des gens qui se revendiquent du peuple et qui prennent la parole pour parler de leur fin de mois difficile et de leurs faibles revenus sans tabou et pour réclamer une justice fiscale, sociale et démocratique. C'est aussi un rassemblement qui est très ancré en région. Ses membres se donnent rendez-vous sur des ronds-points qu'ils investissent et où se créent, d'après de nombreux témoignages, de nouvelles formes de solidarité. J'ajoute que beaucoup de Gilets jaunes disent n'avoir jamais participé à une manifestation auparavant. Bref, sur beaucoup de points, c'est du jamais vu. Alors, pour revenir à l'aspect médiatique, il faut s'intéresser au rôle déterminant joué par Facebook dans la construction du mouvement. C'est là que les Gilets jaunes se retrouvent pour organiser les manifestations qui ont lieu tous les samedis. On écoute à ce sujet Olivier Hertscheid, professeur de sciences de l'information et de la communication. Il intervenait le 15 décembre au micro de France Culture. Deux axes qui me semblent importants pour comprendre à la fois le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi son rapport particulier aux médias et peut-être plus globalement derrière les relations compliquées entre les médias et Facebook, c'est la question de la visibilité et la question de la représentativité. Si le mouvement des Gilets jaunes est effectivement, alors peut-être pas né sur Facebook, mais qu'en tout cas il s'y est cristallisé, et si Facebook l'a aussi bien accompagné, c'est parce que on n'a pas inventé mieux que Facebook en termes de visibilité, et que de manière indiciaire, à la fois évidemment par leur habillement, mais aussi surtout par leurs demandes et leurs revendications, ce qu'attendent les Gilets jaunes, c'est avant tout de la visibilité. Alors rapidement, les Gilets jaunes vont se montrer très critiques vis-à-vis des médias traditionnels et les réseaux sociaux vont devenir des caisses de résonance qui cristallisent leur opinion. On reproche aux grands médias, à quelques exceptions près, de faire l'impasse sur les nombreuses violences policières qui marquent les manifestations et, dans le même temps, de surmédiatiser les dégradations, les heurts et les agressions à l'égard des policiers, comme l'explique Christian Couder, un gilet jaune invité par la chaîne de télévision BFM TV. J'ai regardé les chaînes info toute la journée en boucle. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu en permanence des vitrines cassées, des voitures qui brûlent. Et j'étais en même temps sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu là des centaines de blessés, mutilés, défigurés par des tirs d'armes, des Gli F4, des flashballs, tout simplement. Des flashballs en tout genre. C'était absolument incroyable. Et ça, on n'en entend pas du tout parler à la télévision. Je trouve ça très étonnant. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous faire écouter un autre extrait, celui de la réponse de l'animateur. Un bel exercice de mauvaise foi en direct. Si je peux me permettre de vous couper, vous savez qu'il y a des règles qui font que, par exemple, on n'a pas le droit de montrer à la télévision quelqu'un de menotté. On n'a pas le droit de montrer des violences physiques sur une personne. Mauvaise foi parce que BFM TV a évidemment déjà diffusé des images de violences policières auparavant. Alors, il se trouve qu'il y a un journaliste qui dénonce cette impasse qui est faite sur les violences policières. Il s'appelle David Dufresne et il sait de quoi il parle puisqu'il tient depuis le début des manifestations un décompte de toutes les victimes des brutalités policières filmées, décompte que vous pouvez retrouver sur son compte Twitter. En l'occurrence, aujourd'hui, il recense pas moins d'un décès, 4 mains arrachées, 17 personnes éborgnées, 168 blessures à la tête. Des violences qui sont dues entre autres à l'utilisation par les policiers d'armes interdites dans la plupart des pays de l'Union européenne, à savoir des flashballs et des LBD. Des LBD, qu'est-ce que c'est ? Lanceurs de balles de défense. Et c'est ça peut tirer des balles à plus de 300 km/h. Ok. Alors, cette violence policière, elle touche aussi des journalistes. Confiscation de matériel, coups de matraque, tirs de flashball. Le 14 décembre, 24 journalistes ont d'ailleurs porté plainte contre les forces de l'ordre. Mais les journalistes sont malheureusement aussi victimes d'actes violents perpétrés par des gilets jaunes. Insultes, menaces ou agressions physiques. Le 12 janvier, par exemple, 2 journalistes de la chaîne LCI sont agressés à Rouen.
Ils s'en sortent indemnes, mais un agent de sécurité qui les accompagne est frappé, son nez est fracturé. Alors justement, Tchilély, comment ces agressions à l'égard des journalistes ont été couvertes par les médias ? Alors là, on touche à un point intéressant qui a été relevé par le média Arrêt sur Image. En fait, l'équipe d'Arrêt sur Image s'est lancée dans un comparatif du traitement médiatique réservé à 2 événements. Le premier, je viens d'en parler, c'est l'agression à Rouen de 2 journalistes par les Gilets jaunes. Et le deuxième, c'est l'agression le 8 décembre à Paris d'Éric Desson, photographe auprès du Journal du Dimanche, par des forces de l'ordre. Alors ce jour-là, il porte un brassard qui l'identifie comme un membre de la presse, il tient son appareil photo et il sera frappé à 2 reprises à la main à coups de matraque et lui s'en sortira avec une fracture. Alors, le lendemain de cet événement, dans Libération, un grand quotidien, le cas d'Éric Desson est évoqué en 90 mots. Le site Pure Média l'évoque aussi, toujours le 9 décembre, en 85 mots. Et Télérama, 2 jours plus tard, évoque le cas Desson en une phrase de 40 mots. Donc tout ça, c'est des grands médias français nationaux. Mm-hmm. Et pour le cas des journalistes agressés par des gilets jaunes 1 mois plus tard, c'est différent. Cette fois, et là je cite Arrêt sur Image, la machine médiatique se met massivement en branle. Hugo Blay, le caméra de l'équipe, a raconté la scène à Libération pour un article de 760 mots. L'Express, 200 mots, Le Parisien, 215 mots, Le Monde, 290 mots. Bref, on est clairement sur du 2 poids 2 mesures. Alors comment est-ce que les analystes expliquent ce silence médiatique autour des violences policières ? Alors David Dufresne l'explique par la dépendance de beaucoup de journalistes aux sources officielles. En l'occurrence, s'agissant des violences lors des manifestations, les principales sources sont les syndicats policiers et ces informateurs véhiculent leur point de vue. La deuxième raison est évoquée encore une fois dans Arrêt sur Image, c'est la tendance à croire davantage la version d'un policier plutôt que celle d'un gilet jaune. L'émission qui en parle présente d'ailleurs un extrait qui illustre parfaitement ce phénomène. C'est Pascal Praud, journaliste sur la chaîne CNews, qui répond à une question d'un internaute qui l'aborde dans la rue et il laisse échapper ça. Est-ce que vous avez vu la vidéo ? Pour tout vous dire, moi je suis bien au chaud dans mon studio et j'ai un certain respect et même une certaine admiration pour les flics et les policiers et les gendarmes qui depuis le 17 novembre sont sur le terrain et se font insulter, bastonner, etc. Une troisième raison est évoquée par la journaliste Sonia De Villers qui anime une émission sur France Inter, une radio publique. Je cite « Les violences policières, c'est très grave, mais on reste dans le cadre de ce que l'on voit habituellement en manifestation. Des manifestants se font péter la gueule par les forces de l'ordre, des journalistes aussi. À Rouen, c'était vraiment inédit. » Donc là, elle fait référence aux journalistes qui se sont fait agresser par les gilets jaunes. Alors cet aveuglement médiatique va durer quasiment 2 mois et prendra fin le 15 janvier. France 2, une chaîne de télévision publique, va consacrer pendant le téléjournal un sujet entier à la question des violences policières. France 2 ouvre la porte donc et les autres médias s'y engouffrent. Et non seulement ils s'y engouffrent, mais certains d'entre eux iront même jusqu'à questionner leurs pratiques. Le Monde, par exemple, sort le 16 janvier un article intitulé « Les gilets jaunes poussent les médias au débat ». Libération publie le 19 janvier un long article intitulé « Autocritique des médias, l'examen de confiance » et qui donne la parole à 25 journalistes. On y aborde l'absence de diversité sociale et culturelle des journalistes, la course à l'audience ou encore cette tendance à fonctionner en cercle fermé, je cite « On traîne entre journalistes, on se marie ensemble, on est dans l'entre-soi. Parfois on écrit surtout pour nos sources et nos confrères, des personnes surinformées qu'on a envie d'impressionner. » Et même BFM TV, média qui est régulièrement critiqué par les Gilets jaunes, a organisé pour la première fois depuis sa création il y a 13 ans une assemblée générale pour aborder le traitement médiatique des Gilets jaunes. Les journalistes y ont dénoncé, d'après le média Les Jours, la disproportion entre le reportage, le travail de terrain et le blabla en plateau, avec des éditorialistes politiques qui déblatèrent à longueur d'antenne. Alors, on voit les rédactions ont été secouées, mais je dois quand même citer, avant de clore cette chronique, quelques exceptions, comme cet article des Échos paru le 14 décembre intitulé « Gilets jaunes, notre média culpa » et l'émission d'Envoyé spécial qui, le 1er décembre, abordait frontalement la question des brutalités policières. Merci, Tchilély Chouikrat, Léla Savitch et Alexis, des réactions ?
Non, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être réveillés un peu tard sur les brutalités policières. Après, j'ai pas trouvé que tous étaient... Tu parlais à un moment, Sonia de Villard, j'essayais de suivre un petit peu. Je trouve qu'ils ont quand même donné la parole aux Gilets jaunes. Et le fait est que quand il y avait des émissions où les auditeurs avaient la parole, c'était une frange de la population qui était particulièrement motivée à participer. Donc il y avait comme une surreprésentation des Gilets jaunes dans les standards des émissions. Donc je sais pas, après, peut-être qu'ils ont essayé de rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est sûr que la thématique des Gilets jaunes était très très médiatisée. Ça, il n'y a pas de questions là-dessus, mais c'est plutôt la violence policière à l'égard des Gilets jaunes qui était beaucoup moins traitée que la violence des Gilets jaunes pendant les manifestations. Effectivement, et c'est qu'est-ce que justement Frédéric Lemaire, secrétaire de rédaction à Crimed, qui est un observatoire des médias français, il me disait effectivement que ça fait à peu près 2 semaines qu'on a commencé à s'intéresser aux brutalités policières, mais on ne le faisait pas avant. Et il dit aussi, il vient à peu près au même constat que Le Monde, disant que cet exercice, cette révolution, si on veut, de la part des Gilets jaunes qui critiquent beaucoup les médias, fera en sorte que les médias vont commencer à se questionner sur leurs privilèges et la manière dont sont couverts certains enjeux. Donc je crois que c'est très intéressant. Merci les amis. On se fait une petite pause musicale avec Liqueur de Fanny Bloom et on se retrouve juste après avec Alexis Gacon. Tu nous parleras d'une émission québécoise franchement cynique. À tout de suite. Je t'inviterai dans ma maison. Il fait beau, c'est le mois de juin. Fais pas comme s'il y avait pas de raison. Dis-moi combien veux-tu de glaçons?
Cœur de Fanny Bloom, un morceau extrait de son album éponyme sorti en mars 2019. Fanny Bloom, elle est québécoise, elle en est déjà à son 4e album solo. Elle était cette année en nomination au gala de la disque, et puis pour ceux qui connaissent, c'est une ancienne membre du groupe La Patère Rose. Alexis Gacon, je me tourne vers toi, tu as découvert une émission à la télévision québécoise, ça s'appelle Les Huissiers. En gros, ça parle de saisie, d'expulsion, de fraude, de droit, bref, tout ce qu'on adore. Bonne ambiance au pays des émissions de télé, raconte-nous ça. Et oui, j'étais à la recherche de surprises, d'inconnus, j'avais fait le tour de Narcos, je voulais du léger, du pétillant, quelque chose qui fait s'endormir en se disant finalement le monde est beau, une parcelle d'espoir rayonne toujours en nous. Et donc je suis tombée sur le programme idéal pour ça, Huissier, qui nous plonge dans l'univers de ce beau métier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un huissier vient chez vous quand vous n'êtes plus en mesure de payer vos dettes et au choix il vient saisir des biens, ou si vous n'en avez plus, il vous saisit vous-même pour que vous alliez faire un petit tour en prison. Alors il faut tout pour faire un monde, et grâce à Huissier, j'ai découvert aussi les nouvelles limites de la télé-réalité, et là maintenant je suis rassuré sur son avenir. Alors pour les producteurs, un huissier, c'est un cow-boy des temps modernes, le super-héros des bons payeurs. Il juge les endettés et met le paquet pour nous les vendre comme des justiciers. Montage hyper rythmé, grosse musique rock, garage au début. Allez, je vous laisse découvrir Michel, huissier depuis 35 ans. Il explique que lui, comme tout bon pêcheur, il y a des bonnes heures pour aller chercher l'endetté et expulser les gens ou saisir leurs biens. Tout le matin, c'est là habituellement qu'on attrape le monde chez eux. Fait qu'on s'en va en quelque part où on a des tracteurs pour le déneigement ou de ferme. On en cherche 7. Fait que c'est un gros lot. Là. C'est rare que ça arrive autant que ça. Voilà, vous le saurez maintenant, c'est le matin que ça va le mieux pour aller chercher la personne endettée. Bon, on sent un peu de frustration pour Michel de ne pas être un vrai policier. Il sort sa plaque d'huissier qui est moins connue que la plaque de police, autant de fois qu'il le peut. Une même frustration que l'on retrouve chez son collègue Guy qui rêvait de devenir pilote dans l'aviation militaire mais qui ne rentrait pas dans le cockpit. Ça, je ne l'invente pas, c'est dans la description du site. Revenons à Michel, sa spécialité, c'est quand ça brasse, quand les gens, ces petits garnements, ne se laissent pas expulser. Alors que si on a bien compris l'idée des producteurs, maintes fois répétée par chacun des huissiers, c'est quand même eux qui se sont mis dans le trouble. Il fallait la payer ta facture d'hydro. Alors on retrouve Michel qui va maintenant chercher un monsieur assez costaud qui ne veut pas aller faire de prison alors qu'il a $2500 de dette. Vous imaginez-vous donc? J'ai un mandat d'arrestation d'emprisonnement. La plupart du temps, les villes ou les services de police, ils veulent de l'argent. Si c'est pas ça, je vous emmène avec moi. C'est simple de même. Tu m'amènes où? Je vous amène à la prison. Non. Ça marche pas, le touchage. On arrête ça. Tu sais, les baveux, les narcissiques, là, ceux qui essayent ça, là, ben ça, j'ai pas trop de misère avec ça parce que je suis capable d'élever le niveau. De leur dire de dégonfler le ballon. Puis je pense que j'ai un petit côté de ça en moi qui m'aide à surmonter la côte. Ça, faut pas me tirailler, moi. Les incarcérations, ils ont lieu seulement quand la personne veut se tirailler. Deuxième affaire, c'est quand la personne n'a rien. Il n'y a pas les moyens de payer le gars. Ben, c'est sûr que tu l'incarcères. C'est à peu près les deux seuls cas. Le reste du temps, les gens payent. Fait qu'on fait quoi, là? Non, j'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, moi, tu veux nous amener avec moi? Hey Alexis, t'as en fait vraiment trouvé la feel-good télé-réalité que tu cherchais? Ben oui, c'est parfait, j'ai pu observer ce que l'humanité produisait de mieux. D'ailleurs, quelques épisodes plus tard, ils expulsent une mamie de 80 ans qui ne peut à peine marcher et son petit-fils. Mais là, on se dit, ils pourraient faire cela vite, parce qu'il y a d'autres endettés à fouetter. Mais non, ils y vont doucement parce que, je cite, elle a vécu avant nous autres, alors un peu de respect. Bah ouais, c'est ça, c'est important. Et voilà, donc bon, je vais être un peu sérieux. Huissier arrive à cocher à peu près toutes les cases. Au niveau de la mise en scène, ils suivent l'huissier avec une caméra GoPro posée sur le plastron, donc on est complètement avec lui, on n'est jamais du point de vue de la personne qui se fait saisir. J'ai pas appelé la production pour vérifier, ça vaudrait le coup. Je doute vraiment que l'équipe contacte les gens qui se font saisir expulser avant. Ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on connaît rarement l'histoire de l'endetté. Il s'y attarde quasiment jamais. On entre avec l'huissier dans les maisons, des maisons qui sont souvent sales, mal entretenues, par des gens qui ont souvent des gros problèmes, quelquefois des problèmes de santé mentale. Donc en quelques plans, on renforce les clichés des deux côtés. Un métier qui n'apparaît pas très sympathique, même si certains personnages sont moins rocambolesques que Michel. On peut penser qu'il y en a qui font leur métier avec pédagogie, mais aussi on met en scène la pauvreté. Et à force que la mise en scène soit la même à chaque entrée de maison, des coups sur la porte, on entend taper, les gens pauvres avec des visages floutés, ça standardise, ça déshumanise. Donc dans les deux cas, la mise en scène renforce la peur d'être pauvre, la peur de la pauvreté, mais sans nous en approcher avec empathie, jamais, on connaît jamais leur histoire, ça nous met du côté rassurant de celui qui vient saisir le canapé de mamie et ça renforce la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Bon alors pour compenser, j'ai lu dans la presse que de temps en temps, l'émission débouche sur un petit peu d'humain.
Une dame dont la maison n'a plus d'eau courante devait $8 000 de loyer impayé à son fils, dont elle s'était portée garante. Et Hydro-Québec lui coupe systématiquement le courant entre le 1er avril et le 1er décembre en raison d'une grosse dette. Et là, donc, le mardi suivant la diffusion de l'épisode, Hydro-Québec a appelé cette dame pour négocier une entente de paiement. Et ils l'ont rebranché. Ça, c'est la productrice d'Huissier qui s'en vantait, Isabelle Ouimet de chez Pixcom, qui a aussi œuvré sur d'autres séries. Voilà, donc maigre consolation pour ce docu-réalité, comme il l'appelle. Et comme dit Michel, en arrivant dans une maison, je crois que dans ce cas, il n'y a rien à sauver. Voilà. Merci Alexis Tileli, un avis sur ce show? Mais en fait, je m'étonne que ce soit possible, juste du point de vue de la loi, de faire une émission comme ça. C'est-à-dire que tu débarques chez des gens, puis sans qu'ils soient avertis, tu les filmes à leur insu, en fait. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Ils sont floutés. Après, à chaque fois, ils sont floutés. On voit rien de leur visage. On voit pas l'adresse exacte. Il n'y a pas de coin de rue. Il y a pas de... Mais en soi, la porte, on la voit. On pourrait reconnaître la rue et voir et deviner que c'est le voisin du coin ou c'est la personne qu'on a déjà croisée à l'épicerie. Ah non, mais elle est super choquante. C'est surréaliste. Et ça fait 2 saisons que ça continue. Puis j'essayais d'aller voir des chroniqueurs qui auraient pu en parler. Ils disaient il y a un chroniqueur de la presse, c'est tellement bon, ça se regarde comme un bonbon. J'en revenais pas honnêtement. Non, il est inhumain ce show-là. Mais je vous encourage à le découvrir. Tout est en ligne sur nouveau.ca. Mais voilà, enlevez vos pubs pour éviter de leur faire. En tout cas, on est quand même arrivé dans une société avec un degré de cynisme jamais égalé, ou en tout cas difficilement. Merci beaucoup Alexis Gacon. Merci infiniment. Vous êtes toujours à l'écoute de Mediapolis sur CISM 89.3 FM. Comme chaque mercredi, on décrypte le monde des médias pendant 1 heure ensemble. Dans quelques instants, on accueillera la journaliste Vanessa Destinée dans ce studio. À 28 ans, elle a déjà un parcours passionnant à son actif. On s'en parlera juste après. Tout de suite, on s'écoute Yé du Nigérien Burna Boy. This one I better with the jabata. Me, I no get time, I did da. Dada cover my face, calling me la bada. Biggie man, we know they wear a bada. Tell me, my nigga, what's it gon' G-Wagon, all depend. Take your time, ride the whip. I no feet, die for nothing. My nigga, what's it gon' be? G-Wagon, all depend. They got it, ride the whip. I no feet, die for nothing. Make you no say anything when you do, they must commend it. I can't come and keep myself. So anything when I do, I try to do on my way. I can't come and keep myself. Plenty so far we face. Just to make sure money day. But my people then go say I don't want buy, I don't want die, I don't want payment. I want enjoy, I want job life, I want buy motor, I want build house, I still want to know. Tell me, my nigga, what's it gon' G-Wagon, all the Bentley, they get them, ride the whip, I no feet, die for nothing. My nigga, what's it gon' be? G-Wagon, all the Bentley, they get them, ride the whip, I no feet. Different things them happening, schemes and packaging. In a one night for shows, I'm juggling. Flow like the ocean, my boat, I'm paddling. Sharashin up, fella, that's my bro, my family. Frozen trace. When it comes to money, I they concentrate. Make I tell you straight, you are not my mate. If you become mission, I'll be head of state. But my people then go say, I know one buy, I know one die, I know one payment. I want enjoy, I want job life, I want buy motor, I want build house, I still want to know. Tell me, money. What's it gon' be? G-Wagon, all the Bentley, they get them, ride the whip, I no feet, die for nothing. My nigga, what's it gon' be? G-Wagon, all the Bentley, they get them, ride the whip, I no feet, die for nothing. Oh no, I now. Yeah.
C'était Burna Boy avec un morceau qui s'appelle Yeah. Alors Burna Boy fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui font briller l'afrobeat à l'international. Il ne s'est pas encore produit à Montréal, mais ça ne saurait tarder. Vous écoutez toujours CISM 89.3 FM. Je suis en studio avec Léla Savic toujours, et puis avec notre invitée de la semaine qui nous a rejoint. Bonjour Vanessa Destiny. Salut, allô les filles. Vanessa, tu es productrice de contenu à Tabloïd. Tu co-animes avec Geneviève Patterson une émission qui s'appelle Les Effrontés sur Cube Radio. Tu es passée par Radio-Canada. On a appris il y a quelques jours que tu étais nommée dans la catégorie journaliste éditorialiste de l'année au Gala Dynastie qui aura lieu le 10 mars prochain. Le tout à 28 ans. Quel parcours! Oui, et je suis aussi nommée, dans toute modestie, aussi nommée comme animatrice de radio, toujours au même Gala Dynastie, qui récompense l'excellence de la communauté noire. Et ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est une reconnaissance qui vient de mes pairs, qui vient de mes pairs de tous les milieux, en fait, de savoir que c'est à mon tour de recevoir cet honneur-là, considérant que j'ai grandi avec une absence de modèle assez évidente au niveau des médias. Pour ce qui est des journalistes noirs, c'est jadis, dans mon temps, il y avait juste Michaël Jean là, qui était présentatrice nouvelle. Aujourd'hui, on a une Miss Météo à TVA, on a une Azeb Wolde-Gorgis à Radio-Canada, une Mélissa François, aussi une Valérie Michaela Bain. Donc, il y a de plus en plus de modèles féminins forts au sein des médias québécois. Il y en a à l'animation aussi comme Isabelle Rasco, Varda Étienne. Donc, on a fait beaucoup de chemin, puis de savoir que j'ai contribué un peu à ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Justement, Vanessa, toi, est-ce que tu as toujours voulu être journaliste? Non, en fait, j'ai eu beaucoup de questionnements à l'adolescence. À la base, moi, je me dirigeais vers une carrière peut-être en relations publiques ou en relations internationales. En fait, relations publiques pour travailler pour des organismes de coopération internationale ou en relations internationales, vraiment, j'espérais un jour être diplomate. Évidemment, le parcours est très, très ardu, mais je me voyais bien travailler pour des organisations internationales ou du moins pour le gouvernement du Canada. Donc, c'est un parcours que j'ai commencé. Je me suis rendu compte, en fait, de ma passion à travers le cégep. Donc, j'étudiais en sciences politiques, en histoire, en géographie aussi. Puis à l'université, j'ai commencé en sciences politiques avant de me rendre compte que le programme ne m'intéressait plus. Donc, au début, j'ai changé d'université. J'avais commencé à l'UQAM, puis ensuite, je suis allée à Concordia, pensant que c'était l'université qui ne me convenait pas, avant de me rendre compte vraiment que c'était le programme. Et c'est là que j'ai commencé un certificat en coopération internationale. En coopération internationale, c'est la première fois qu'on parlait des pays du Sud, qu'on parlait des pays en voie de développement, en fait, mais d'un point de vue de développement endogène, d'un point de vue des initiatives que ces pays-là font pour se remettre sur pied, de la dépendance aussi, de l'histoire de la dépendance aux organisations internationales comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Il y avait enfin ce qui manquait en sciences politiques. Ce sont généralement des cours qu'on va avoir sur les pays du Sud en dernière année de sciences politiques quand on se spécialise en relations internationales. Mais quelqu'un qui étudie en administration publique, quelqu'un qui étudie en pensée politique classique ne veut pas voir le mouvement de décolonisation dans le reste du monde. Donc ça, c'est réservé aux granoles, c'est réservé aux gens qui veulent travailler chez Oxfam Québec, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant de voir une formation complète axée sur l'éducation, le développement, les enjeux politiques contemporains où on faisait une très grande place à l'Afrique, par exemple la présence de la Chine en Afrique notamment. Donc d'avoir un regard qui n'était pas eurocentré ou qui était pas trop occidentalisé, si je peux me permettre, sur le reste du monde, sur l'histoire du monde. Je trouvais ça fort intéressant. T'sais, dans ma tête, c'est plus concret que j'allais aller comme en relations publiques puis vraiment travailler pour Oxfam ou n'importe quoi. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé un bac par cumul de certificats et j'ai fait communication appliquée, qui est dans le fond le cours pour se diriger vers le certificat en relations publiques après. Et là, je me suis dit, je vais prendre le cours de relations publiques en option, puis un cours de journalisme, pourquoi pas, pour comparer les deux. Juste par curiosité, c'était offert dans le programme de communication appliquée. Et là, j'arrive, le cours de relations publiques, le professeur d'entrée de jeu nous dit: les relations publiques, les relationnistes maquillent la vérité alors que les journalistes sont à la recherche de la vérité. Il nous dit ça d'entrée de jeu. Évidemment, avec les valeurs que j'avais à l'époque, tu sais, je me disais, oh my God, non, je peux pas m'avancer là-dedans, tu sais. C'est pas parce que tu travailles pour un organisme de coopération internationale, même si tu es en relations publiques, tu as des crises à gérer. Il y a des scandales, et je parle de Oxfam depuis tout à l'heure. On l'a vu notamment en Haïti, tout ce qu'il y a eu avec les dirigeants qui exploitaient des femmes en Haïti. On le voit aussi avec différents services de police, par exemple, qui vont faire du renforcement des capacités sur le terrain, mais qui se créent une double vie
où est-ce qu'ils mettent enceinte des femmes des pays du Sud. Tu sais, je me disais, c'est pas parfait la relation publique, même quand on travaille pour des organismes qui ont supposément des valeurs un peu plus altruistes, right? Mm-hmm. Fait que là, ça redéfinit mon parcours, puis c'est là que je me suis engagée voyant que les journalistes étaient à la recherche de la vérité, puis je pense que ça correspond beaucoup à mon profil personnel. Justement, est-ce que cette sensibilité que tu as notamment aux questions internationales, tu la retrouves auprès de tes collègues ou c'est ce qui fait un peu ta différence? Je pense qu'elle est là. La plupart des gens qui s'engagent en journalisme rêvent d'être correspondants à l'étranger. Je pense qu'on a tous été biberonnés au même reportage, c'est-à-dire les grands reportages. Raymond Saint-Pierre, notamment, là, qui a annoncé qu'il venait de prendre sa retraite, une belle carrière. Jean-François Lépine aussi, Normand Lester. Donc, des grands journalistes qui sont devenus très jeunes reporters nationaux à Radio-Canada. Puis je pense évidemment aux diffuseurs publics parce qu'au Québec, en général, on couvre très mal l'actualité internationale et ça a toujours été du ressort de la télé publique de faire ce genre de reportage-là, tout simplement parce que ça coûte cher, énormément cher à produire et on sait qu'on a du financement pour produire des reportages de grande envergure pour envoyer des gens à l'étranger. Donc, je critique pas les autres médias. Il y a des questions de budget avant des questions éditoriales qui dictent le choix des contenus là, qui passent en ondes. Ça, il faut en être conscient, évidemment. Et donc, je pense que oui, cette ouverture-là sur le monde, tous les journalistes qui passent par Radio-Canada sont animés par ça. Par contre, évidemment, on a la réalité qu'on a, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte nord-américain, on est une minorité francophone. Donc, évidemment, on parle beaucoup de nous. On parle beaucoup de ceux qui nous ressemblent, puis on néglige peut-être de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Je regarde, par exemple, la crise au Venezuela. Je veux dire, c'est très grave ce qui se passe au Venezuela, et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on le couvre autant que les gilets jaunes qu'on a couverts en France. Il y a une question de proximité, évidemment, qui est naturelle et qui va pour tous les États du monde. Je veux dire, c'est normal de s'intéresser plus à ce qui se passe en France que ce qui se passe au Mali. Mais dans notre cas, au Québec, je pense que c'est vraiment déficient là, à un niveau, là, c'est comme abyssal, là, la couverture de l'actualité internationale. Donc, moi, je me suis toujours dit, et c'était quelque chose qui était très présent dans mes cours de coopération internationale, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, évidemment, mais aussi la coopération internationale, ça se passe aussi à l'intérieur des frontières du pays dans lequel on se trouve, parce qu'on a des enjeux de développement ici au Canada, que ce soit lié à l'immigration, mais aussi aux communautés autochtones, par exemple. Donc, j'essaie de garder mon focus, de le répartir, donc de me tenir au courant de ce qui se passe ici puis de ce qui se passe ailleurs. Vanessa Destinée, tu restes avec nous. On s'écoute Brown Family avec Nervous et on revient dans un instant. Je pense que des gars qui sont nervous. Je pense que des gars qui sont nervous. Je pense que des gars qui sont nervous. Y'en parle de finir en deux. Y'en parle de finir en creuse. Je pense que des gars qui sont sur le main. Je pense que des gars qui sont nervous. Je pense que des gars qui sont nervous. Je pense que des gars qui sont nervous. Ils pensent qu'on voulait. Là, y'a plus personne qui beurre. Mentir, j'ai checké mon œil. Ton préféré c'est un murder, je l'envoie chiller chez le fleuriste. Nigga, c'est perdu sur blurry. On va l'attendre à l'accueil. C'est pas comme Pierre Kersey. Nigga, t'as jamais heard of me. Peux-tu faire d'abel le burgundy? Sans Louis Bag, burgundy. Y'a pas plus ça par la cheminée. Ton boy, y'a tu vas cheminée. Je pense que des gars qui sont nervous. 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 Y'en parle de finir en 2 ans. Y'en parle de finir en 3 ans. Je pense que les gars qui sont sur le main. Je pense que des gars qui sont nervous. Instant. Perdu tomber sur ton channel, qu'est-ce que je vois? Nothing. Ils veulent la reste du pain. Lave-le, merci de rien. C'est pas du vieux du nerf. Le free poignet n'est pas nerf. Le chagrin est trop à l'heure. C'est si tu restes du sturge. Deep bon pour une burst. Je pense que des os ils sont nervous. Une gang de nervous aux cases. Le bouquin de fleurs et des pies. On s'en colle sur des races. Bisous maman à me race. Bienvenue dans les années d'Herman. Je pense que les gars ils sont nervous. Les gars ils sont nervous. Je pense que les gars ils sont nervous. Je pense que des gars qui 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 sont nervous. Y'en parle de finir en 2 ans. Y'en parle de finir en 3 ans. Je pense que les gars qui sont sur le main. Je pense que des gars qui sont nerveux. Je pense que je suis venu acheter de la boucane collée. Smoke le camp en couleur lila, je deviens un guancholin. Sous plus ça, y'a un nombre de sacs quand j'ai un peu de temps libre. Rien à foutre mon gars, j'peux même te faire un verse sans rime. J'ai des panneaux qui sont mêlés. D'autres panneaux qu'on appelle Tibitou. J'ai des panneaux qui sont fêlés. J'ai des gars plus braves que Kiriko. Mais j'connais des gars qui sont nerveux. Et j'ai des panneaux qui sont nerveux. Ça c'est pour ceux qui sont morts. Et ils veulent avoir ce de plus que...
Toujours fait notre shit sans eux, sans le bread. Là, j'suis en train de ramasser tout ce qui me doit. Si tu me vois shiner, c'est bien normal. J'suis en train d'empiler pour mes enfants puis pour ma femme. J'pense que c'est des gars qui sont nerveux. Y'a rien pour eux quand l'écran est bleu. On fait des mots que ça leur fait mal. J'suis sur le bord de course sur un hôpital. J'mets de la pression sur ton entourage. Ils s'envolent comme des ballons dirigeables. Tout ce que tu touches devient irritable. Tout ce qu'on explore devient cathédrale. J'pense que ton esprit réfléchit pas. Mais on savait-tu que ma famille fléchit pas? Hey, direct c'est prévu depuis 2010. Pour donner du respect à ma diba. J'pense que des gars qui sont nervous. 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 Y'en parle de finir en 2 ans. Y'en parle de finir en 3 ans. J'pense que les gars qui sont sur le même. J'pense que des gars qui sont nervous. C'était les Québécois jamaïcains de Brown Family avec un morceau qui s'intitule Nervous. On est toujours avec Vanessa Destinée, journaliste à Québécois, animatrice sur Cube Radio. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Une question que je me pose depuis que je t'écoute parler tout à l'heure, c'est... Tu es une femme noire, tu es journaliste et le monde médiatique, au Québec en tout cas, est un monde encore très blanc. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Absolument, absolument. Ça fait en sorte qu'il y a certains enjeux que j'essaie de couvrir en disant, écoutez, c'est super important, là, c'est gros ce qui se passe et je vois pas la lueur d'intérêt dans les yeux de mes collègues quand je leur en parle. T'sais. Il y a des réalités auxquelles ils ne sont pas confrontés, il y a des sensibilités qu'ils n'ont pas aussi lorsqu'ils traitent de certains enjeux. Je pense que le meilleur exemple qui va passer probablement à l'histoire, là, c'est Slav, toute la controverse Slav durant l'été. On en a parlé la semaine dernière dans l'émission. Ben voilà, c'est juste, moi, en tant que femme noire, j'avais vu la colère gronder. Là. Depuis qu'il avait annoncé ce spectacle-là, il y a même genre 2 ans de ça, ben à l'époque, là, ça fait quand même assez longtemps, il y avait déjà une colère qui grondait sur les réseaux sociaux, mais cette colère-là n'avait jamais été... On lui avait jamais donné la place pour qu'elle s'exprime à travers les médias traditionnels. Donc, toute la mobilisation entourant Slav s'est faite sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas accès aux tribunes, et c'est souvent le cas des personnes marginalisées, des personnes minorisées qui se retrouvent pas dans le discours populaire et qui s'organisent autrement pour faire un contre-pouvoir, donc dans leurs propres médias ou leur propre espace sécurisé pour discuter des enjeux. Donc, quand c'est arrivé, Slav, je voyais mes collègues blancs s'arracher les cheveux en disant, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Alors que moi, je savais déjà qu'il allait y avoir une manifestation au monde. Je connaissais déjà les organisateurs. Je savais déjà qu'il y avait des pancartes en préparation. Ça, c'était partout sur les réseaux sociaux. Mais parce que certaines personnes fréquentent des milieux très, très homogènes dans le milieu du journalisme, ça fait en sorte que tu sais pas du tout ce qui se passe dans les autres communautés. Léla Savitch? Oui, Vanessa, en fait, justement, ce milieu homogène, tu sais, je me rappelle, on s'était rencontrés, je crois, sur le groupe Les Moustiques. Oui! Qui avait été un groupe créé à la suite de la controverse des moustiques suivant un bye-bye, là, où Louis Morissette s'était un peu mis le pied dans la bouche pour faire changement. Donc, ouais. En disant que les Noirs sont des moustiques. Ouais, ben les demandes des minorités en général, c'est comme des moustiques là, qui nous agressent. Ouais. À l'époque, je me rappelle, tu étais quand même assez vocale sur les questions raciales. Tu l'as toujours été. Je me rappelle même qu'on était ensemble à Radio-Canada, on en a beaucoup discuté. Je me demande, est-ce que c'est difficile justement d'avoir ces conversations-là avec tes collègues? Puis comment est-ce que pour toi ça s'est passé, d'en discuter alors que tu étais à Radio-Canada? Est-ce que tu en parles plus aujourd'hui à tes collègues à Cube? Comment ça se passe? Ben, c'est quoi ce poids-là? Il y a plusieurs fractures, je te dirais. Il y a une fracture générationnelle très, très évidente, là, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas l'expression microagression, qui ne comprennent pas la pluralité, tu sais, toutes les luttes qui concernent les communautés racisées ou les communautés LGBTQ, par exemple, ça leur dépasse, tu sais, ils ont l'impression que c'est plus pour semer la division que pour faire avancer les causes. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont grandi en se faisant dire les vrais racistes, c'est ceux qui voient la couleur, tu sais, fait qu'ils se disent mais non, on est tous pareils, on est tous égaux. Donc ils se posent pas des questions sur leurs propres privilèges, ils comprennent pas que d'autres personnes partent de plus loin qu'eux dans la société, tu sais. Cette espèce de fermeture sur la différence, des fois, ça nuit aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Par contre, dans la nouvelle génération, évidemment, tous les discours là, qu'on voit de justice sociale qui s'imposent un peu sur les campus universitaires, ça fait en sorte que j'ai des échanges beaucoup plus intéressants avec les gens de ma génération sur ces questions-là qu'avec mes collègues plus âgés. Et je veux vraiment pas faire d'agisme, c'est vraiment une question de mode, de tendance, puis de contexte social aussi. Et il y a une fracture aussi régionale. Donc, par exemple,
à Cube, beaucoup plus qu'à Radio-Canada, il y a beaucoup de gens qui viennent de Québec, il y a beaucoup de gens qui viennent de d'autres régions que Montréal, donc ils n'ont pas l'habitude de côtoyer des gens issus de la diversité. Donc, toutes les crises qu'ils voient sont amplifiées par les médias montréalais, puis ils ont toujours l'impression que les scandales, les enjeux sont beaucoup plus grands qu'ils le sont réellement. Puis, leur seul contact qu'ils ont à travers les communautés racisées, c'est quand il y a une controverse ou c'est quand il y a des demandes qui sont faites, donc quand on exige quelque chose de la part du gouvernement, et ça teinte un peu. Pour eux, les personnes racisées, c'est des éternelles victimes, tu comprends? Donc, ils sont pas capables de les considérer autrement, comme des humains à part entière qui contribuent aussi à l'avancement de la société, parce qu'à chaque fois qu'ils les voient, ben, c'est dans un contexte de controverse. Puis toi, justement, quand tu as essayé d'avoir des conversations sur ce sujet-là avec tes collègues, je sais pas si tu as le droit de m'en parler. Ah oui, absolument. Ou avec tes supérieurs. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que, bon, tu étais à Radio-Canada, plutôt à la rédaction. On dirait que quand depuis que tu es rentré à Tabloïd, c'est comme si tu as eu un épanouissement. Où est-ce qu'on te laissait justement avoir cette voix-là? Mais c'est sûr que chez Tabloïd, je suis productrice de contenu, donc chez Québécois en général, et c'est un titre qui est complètement différent que celui de journaliste à Radio-Canada. Les règles au niveau du code de déontologie sont pas le même. Je suis pas tenue de le respecter. Évidemment, je le fais parce que j'ai des principes éthiques, mais j'ai pas le même devoir de réserve chez Québécois que j'avais autrefois à Radio-Canada. Et étrangement, à Radio-Canada, dès que tu parles des minorités ou quand tu parles en tant que femme racisée, pour eux, c'est l'équivalent de prendre position. Les hommes blancs, eux, ne prennent jamais position, sont tout le temps neutres sur le sujet qu'ils couvrent, peu importe la question. Mais une femme racisée qui te parle de slave à Radio-Canada, elle va prendre position. Elle est pas capable d'être neutre, tu sais, alors que non, je fais mon métier. T'en prends, t'en laisses, tu sais. Puis j'ai fait le texte, d'ailleurs, un texte sur Slave qui était fort populaire, 3 descendantes d'esclaves au show de Slave, où est-ce que je fais justement la part des choses. Et c'est littéralement le seul article nuancé qui est sorti sur la question, parce que j'étais genre une des rares personnes qui a réussi à voir le spectacle, tu sais. Et de prendre pour acquis que parce qu'on appartient à un groupe marginalisé, on n'est pas capable de tenir un discours neutre, pour moi, c'est très, très, très problématique, tu sais. C'est une forme aussi d'invisibilisation qui vient d'en haut, tu sais. Et chez Québécois, en fait, on a carte blanche en général pour traiter de tous les sujets. Puis je pense que je remplis aussi une certaine case chez Québécois. Je pense qu'ils sont très, très conscients des chroniqueurs qu'ils ont. Je pense qu'ils sont très conscients du public aussi qui les suit. Qu'ils essayent de se défaire de ça un peu en essayant, comme ils peuvent, de faire de la place à la diversité. Évidemment, les rares articles que j'ai signés dans le Journal de Montréal, j'ai vraiment reçu des insultes, là. J'ai fait un texte qui dénonçait en fait le traitement médiatique de Serena Williams, puis on m'a traité de conne. Le premier commentaire sur mon article, c'est qu'on me traite d'idiote. Donc, il y a des efforts, il y a des plateformes, mais je pense que il y a aussi une part de responsabilité, c'est-à-dire que Québécois étant un média très, très blanc, il y a beaucoup de journalistes issus de la diversité qui ont peur d'aller vers ce média-là. Mais la meilleure façon de combattre les préjugés, de combattre un milieu très, très homogène, ben, c'est d'en prendre un pour le team, puis d'y aller, d'aller peut-être première, même si l'environnement est hostile, même si tu vis des microagressions comme des collègues qui touchent tes cheveux quand tu veux pas qu'ils touchent tes cheveux. Il faut faire face à ça parce que sinon, ben, ça va rester blanc, ils vont rester entre eux, puis ils vont jamais s'ouvrir à différents points de vue, tu sais. J'étais bien confortable à Radio-Canada avec les quelques personnes racisées des médias qu'il y avait autour de moi, mais je trouve que c'est un défi beaucoup plus intéressant d'un point de vue professionnel que d'aller chez Québécois où littéralement tout le monde est blanc, puis d'essayer de shaker un peu leur vision, tu sais, du monde. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Vanessa Destiné. Tu restes avec nous. Je me tourne vers Léla Savitch. Léla, le 17 janvier dernier, il y a eu un attentat à Nairobi, au Kenya, et le New York Times a publié des photos de corps, en fait, de corps des victimes. Ça a créé une vague d'indignation. Explique-nous pourquoi. Oui, Camille. Alors, le 15 janvier dernier, des assaillants identifiés comme des militants Shabbat ont attaqué un hôtel de luxe de Nairobi au Kenya, tuant au moins 14 personnes. Et donc, le New York Times a publié un article sur le sujet avec des photos de cadavres gisant sur le sol. Donc, il y avait sur une photo, on voit une femme gisant sur le sol couverte de sang. Il y avait une autre photo montrant des corps de victimes affalés sur des chaises et couverts de sang. Dans la publication britannique de Daily Mail, il y avait plusieurs photos de personnes noires mortes sur le sol avec une pixelation à leur visage. Et donc, ça créait une vague d'indignation de la part des internautes, surtout sur le réseau Twitter. Donc, certaines personnes ont dit qu'ils ont critiqué la journaliste Kimiko de Freitas Tamura
qui a écrit l'article, donc la journaliste du New York Times. Ils ont dit que l'article était irresponsable, pas professionnel, en disant à la journaliste qu'elle devrait avoir honte. On a aussi dit que c'était un manque de responsabilité que de montrer des corps, des images de morts. C'est sensationnaliste, un manque de respect, une violation éthique, un double standard, avec un mépris pour les victimes et leurs familles. On a demandé à ce que les photos soient retirées de l'article. Elles y sont encore, je précise. Et d'autres commentaires ont dit qu'il s'agit effectivement d'un double standard parce qu'on n'aura pas fait les mêmes choses aux États-Unis. Donc il y a eu effectivement des personnes qui sont mortes aux États-Unis et on ne montre pas toujours les corps de ces personnes-là. Donc la journaliste a beaucoup été critiquée et elle a répondu en disant aux internautes de diriger leur haine vers le département photo du journal parce qu'elle n'a aucune parole sur les photos qui sont utilisées pour aller avec son article. Et le New York Times a publié une lettre n'excusant pas le choix de la photo, mais admettant que certains lecteurs ont été offusqués par la photo. Donc le journal a stipulé que la photo était publiée pour montrer la vraie sens de la situation et qu'elle n'est pas sensationnaliste. Alors on peut se poser des questions à voir, est-ce que lorsqu'il y a un attentat terroriste qui se passe dans un pays où est-ce qu'il y a des corps bruns ou noirs, est-ce qu'on aurait plutôt tendance à montrer ces corps-là? Bien effectivement, si on regarde les attentats de l'année 2016 à Paris, Bruxelles et Orlando, à la première page du Journal de Montréal, il y avait des photos de chasse à l'homme à Paris, terreur, Bruxelles, la pire tuerie pour Orlando. Donc on montrait à chaque fois les personnes qui étaient concernées par cela, mais on n'a pas vu aucune photo de mort. Or à Istanbul, si on peut regarder, bon, premièrement il y avait beaucoup moins de place à Istanbul et à Bagdad la même année, mais dans le National Post on voyait le corps d'une femme lors des attentats d'Istanbul, le corps d'une femme musulmane gissant par terre en première page. Donc effectivement on voit pas ce genre de photo lorsqu'il s'agit d'une personne blanche et c'est là qu'on peut se poser des questions sur la mort au kilomètre. Donc cette idée qu'on apprend aux jeunes journalistes, aux journalistes dans les écoles que un mort à Montréal vaut plus que 10 morts à Bagdad, mais on peut se poser des questions. J'ai vu certaines personnes qui ont fait le commentaire en disant est-ce que cette mort au kilomètre ne serait pas cette loi de mort occidentale, c'est-à-dire que un mort blanc, on peut pas nécessairement montrer son corps, or un mort noir, comme il s'agit d'une personne qui est lointaine et qui nous ressemble moins, c'est acceptable de publier sa photo. Vanessa Destinée, en 2 mots, une réaction? En fait, le concept de déshumanisation des corps étrangers, c'est pas nouveau dans les médias. Moi-même, j'ai une collègue pupitre qui est moitié québécoise, moitié asiatique, qui est déjà intervenue sur une sur le site de radiocanada.ca pour dire, écoutez, il y a un bébé africain qui est à poil dans les bras de sa mère. On voyait son pénis, on voyait ses fesses, on voyait tout, et jamais on aurait fait ça pour un enfant blanc, par exemple. Vraiment de réduire le corps noir ou le corps étranger à l'état d'animal, à l'état de chose, aussi de chosifier les corps étrangers, c'est une pratique qui est très, très courante et qui est vraiment dans l'œil de celui qui fait la nouvelle, tu sais. Ben, merci beaucoup. On va vous laisser réfléchir là-dessus pour cette semaine. Merci Vanessa Destinée d'être venue avec nous. Merci Léla Savic. Nous, on se retrouve mercredi prochain à midi. Bisous à Katia Gaïd qui est en régie, Pauline Rochette qui a réalisé notre identité visuelle et Yuri Nabad qui a créé notre jingle. Pour réécouter l'émission, comme d'habitude, ça se passe sur YouTube, sur Facebook, en balado-diffusion, sur iTunes, Google Play et sur le site de CISM 89.3 FM. La semaine prochaine, on reçoit l'anthropologue et militante antiraciste Émilie Nicolas. Et puis nous, on se quitte en écoutant la douce voix du belge congolais Damso avec Silence. Et puis juste après, ça sera Vulvets avec leur morceau La Garçonne. Passez une excellente semaine. Silence, je ne parle pas. Écoute ce que j'ai à dire quand je parle de toi. Je veux que tu me devines, que tu meurs de moi. Bien dans ma tête, ne dis plus un mot. Je serai ton paradis si l'enfer est là. Pour les femmes c'est toujours pareil. Quand le drame s'abat vous pleurez. Vous les hommes c'est toujours pareil. Quand le drame s'abat vous courez. C'est pour ça que les relations s'arrêtent. J'ai tort c'est ma faute. Sentiments égarés. On sourit pour ne pas pleurer. On s'oublie pour ne plus s'aimer. Cherche la perfection pour fuir la réalité. Le vrai problème c'est qu'à chaque fois c'est le même problème. Chadouille de bijoux pardonné. En train de bisous empoisonnés. Recède un je t'aime qui n'a pas oublié que t'as aimé un autre. C'est la tienne ou ma faute.
Ooh, ooh.